Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Making Machiko Begins. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Avouons-le, durant notre scolarité difficile, on a tous connu au moins une prof super canon. Par une extraordinaire coïncidence, dans la matière, on avait les meilleures notes. Moi, par exemple, c'était Nami Hanada. Elle a été prof dans Mighty Lady Artemis 2, ça compte! Quoi qu'il en soit, le fantasme de la prof sexy est très fréquent et très répandu dans les fictions. Un bon exemple, Mademoiselle Chiffre dans Le Petit Spirou. Un bon contre-exemple, l'institutrice de Titeuf. C'est à cette catégorie qu'appartient Machiko Mai, héroïne du manga Making Machiko Sensei, littéralement les embarras de Mademoiselle Machiko, de Takeshi Ebihara. Pour résumer, Machiko Mai est une enseignante bien trop sexy pour son propre bien, au point d'être victime d'un véritable harcèlement sexuel de la part de ses collègues et de ses élèves, et se retrouvant régulièrement dans des situations embarrassantes, qu'elle ponctue à chaque fois en prenant sa pose iconique et en lâchant sa phrase clé « Maichingu », qu'on pourrait traduire par « c'est embarrassant ». Ce manga des années 80 a eu beaucoup de succès au Japon, au point d'être adapté en animé, mais aussi en plusieurs films live. Celui que nous allons étudier aujourd'hui est d'autant plus intéressant que c'est une préquelle qui se propose de nous raconter les origines de Machiko Mai. Comment est-elle devenue la prof que nous connaissons? Réponse... Ikuzo! L'histoire débute il y a 30 ans en Amazonie, ou plutôt dans le petit bois le plus proche qu'on tente de faire passer pour l'Amazonie, où se promènent deux explorateurs, Gremlin et son assistant Hudson. Après avoir été effrayés par un squelette de cours de sciences nat qui traînait dans le coin, ils trouvent enfin l'objet de leur recherche. Oh, Mighty! Une tablette parfaitement conservée malgré le fait qu'elle a dû rester plusieurs siècles à cet endroit, il faut donc en conclure que des indigènes passaient régulièrement pour la nettoyer, et sur laquelle figure une prophétie écrite en... Des hiéroglyphes égyptiens? En Amazonie? Et il n'y a pas que des hiéroglyphes en plus, il y a même une gravure originale de Takeshi Ebihara. Cette tablette raconte une prophétie comme quoi quand les cœurs tomberont dans les ténèbres, Mai-Ching viendra et sa lumière éclairera le chemin vers la lumière de l'espoir. Ah oui, c'est une petite particularité du film, il est découpé en plusieurs chapitres appelés épisodes. De nos jours, nous retrouvons Hudson, qui s'est transformé en gremlin en vieillissant apparemment, faut croire que quelqu'un l'a nourri après minuit. Oula, je crois que je viens de sortir ma vanne la plus pourrie depuis que j'ai créé cette émission là. Hudson, qui travaille désormais comme enseignant au campus Koriyama. Nous voyons d'ailleurs ici un des élèves de ce campus, fétichiste des chaussures, glisser un petit mot d'amour dans cette... Ah, on dirait que le mot d'amour vient d'être intercepté par une kunoichi, qui lui met des baffes, avant qu'une grosse brute ne débarque, et la somme d'un coup de massue. Vous noterez au passage que les autres élèves ne semblent pas en avoir grand chose à foutre qu'un de leurs camarades traîne dans un coin, sans qu'on sache s'il a encore envie ou pas. Bon, en même temps, même dans les films japonais sérieux, ils ont pas l'air de beaucoup remarquer les morts dans les rues. Ouf, c'est encore une morte qui fait son intéressante, faisons semblant de rien. Rappelez-moi de jamais faire d'infarctus dans ce pays. Il s'avère que ce campus est sous la coupe d'un groupe d'élèves qui sème la terreur et impose sa loi. Dont deux qui font de salut nazi, mon Dieu comme c'est subtil. Et ce groupe interdit aux autres élèves tout ce qui est susceptible de faire baisser les résultats scolaires. Les relations amoureuses, bien sûr, mais aussi les activités sportives. Au point d'ailleurs d'avoir fait fermer tous les clubs sportifs du campus. Tous? Non. Un petit club de boxe résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est dans ce contexte troublé qu'arrive une professeure stagiaire du nom de Machiko, incarnée par Sayaka Isoyama, ce qui n'est pas un mauvais choix. C'est une actrice, un mannequin très populaire à l'époque, et elle correspond très bien au côté à la fois sexy et ingénu de Machiko Mai. Par contre, comme comédienne, elle est un peu inégale. Des fois ça va, mais des fois... Des fois ça. En tout cas, son arrivée ne laisse personne indifférente. Elle est déjà très remarquée par ses deux élèves, appelons-les pervers à lunettes et pervers sans lunettes. Bon, en réalité, ils s'appellent Monda et Kameshin, et ils font référence à deux futurs élèves de Machiko, Kenta et Kameo. Mais je vais quand même continuer à les appeler comme ça parce que c'est rigolo. Mais aussi par les enseignants,
et par le principal qui a un tic, il n'arrête pas de tirer la langue pour la rentrer bruyamment. Vous savez, quand les spectateurs en ont marre de votre running gag dès sa deuxième utilisation, c'est que c'était vraiment pas une bonne idée de le mettre. Et surtout, son arrivée ne laisse pas différente la prof à la voix stridente qui est à la tête du fameux groupe d'élèves, au point qu'elle la convoque pour lui demander de changer de tenue qu'elle juge indécente. Ouais, là, faut quand même pas exagérer, hein. Les élèves du lycée mettent des jupes beaucoup plus courtes, et même votre kunoichi s'habille plus sexy, bande d'hypocrites. À peine arrivé, Machiko doit déjà faire face à une urgence. Les yakuza du quartier viennent chercher des crosses aux membres du club de boxe. Malheureusement, Machiko arrive trop tard. Les yakuza se sont déjà fait massacrer par la dirigeante du club, Raiko, incarnée par Natsume Sano. Il ne reste plus qu'un agresseur debout, il n'est pas content, et il va se venger en courant sur place, pendant que Raiko lui balance un coup spécial de Street Fighter. Raiko signifie fille du tonnerre, donc c'est logique. Mais dès le lendemain, les Yakuza reviennent à la charge, accompagnés cette fois par leur chef, à bord de son véhicule personnel. Mais dès que Machiko arrive et hausse un peu le ton, ils repartent encore plus vite qu'ils n'étaient venus. Tu parles de terreur. Raiko propose alors à Machiko de rejoindre leur club de boxe, l'occasion pour elle et un autre membre du club de comparer les mérites des caleçons sur les petites culottes. Et puisqu'on parle de culottes, peu après, un courant d'air menace de révéler celle de Machiko au corps enseignant. Et c'est là qu'elle nous sort sa réplique fétiche. Coupé! Tu t'es trompé de texte, Machiko! C'est Mike Ching qu'il faut dire! En tout cas, si on a deux qui sont dépités de ne pas avoir vu sa culotte, c'est bien pervers à lunettes et pervers sans lunettes. Que nous retrouvons le lendemain en train de s'entraîner à... rien. Ah pardon, c'était une attaque à effet retard qui sert à soulever les jupes à distance. Erk. Et tout content, pervers à lunettes félicite son copain à sa façon... Rederk. Et il s'empresse de tester cette technique sur la première passante à jupe venue. Et pervers à lunettes a l'étrange impression d'avoir déjà vu cette culotte à rayures quelque part. Et pour cause! Vous plaignez pas trop les gars, ça aurait été au Tasuke Girl, vous auriez eu droit à un traitement de choc pour vous débarrasser de votre obsession. Oui, il faudra que je vous parle de cette série un jour. Ah, mais on s'est trompé en fait, c'est pas les origines de Machiko Mai qu'on est en train de regarder, c'est celle de Yuri Grao. Pervers à lunettes et pervers sans lunettes s'apprêtent à utiliser leur technique contre Machiko, mais sont interrompus par les méchants qui viennent l'enlever. Pour se faire prestement rosser par Machiko, avec un petit coup de main de Raiko qui passait dans le coin. Pas content du tout, ils battent en retraite en utilisant la bombinette à fumer la moins crédible de toute l'histoire du ninjutsu. Pendant ce temps, le club de boxe rencontre quelques difficultés à recruter de nouveaux membres. Faut dire
dire aussi que la plupart des candidats sont découragés dès qu'ils essayent d'affronter Raiko. Par conséquent, Pervers sans lunettes se porte volontaire, tandis que Pervers à lunettes se fait porter pâle après s'être fait rouler dessus par sa sœur, qui se porte donc volontaire pour le club de boxe. Et ça tombe bien, puisque les méchants leur lancent un défi et leur proposent de les affronter lors d'un tournoi. Et comme vous le voyez, ils se sont bien entraînés pour l'occasion. Arrive le jour du tournoi où le public se résume à quelques silhouettes en carton, dont l'extraterrestre de Roswell, parce que gag, je suppose. Pourtant, on peut dire qu'ils ont mis les moyens. Ils ont recruté 2 commentateurs sportifs, et le tournoi est filmé par un stock shot d'hélicoptère et retransmis par maquette de satellite. Et même les tenniswomen se sont mises en bikini pour l'occasion. Et c'est parti pour la lutte des classes. Le premier match oppose donc la Kunoichi à une élève armée d'un naginata. Excusez-moi, c'était pas censé être un tournoi de boxe à la base. Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus d'action, s'il vous plaît? Encore un tout petit peu plus d'action que ça, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Pareil que le type de gauche. Donc, premier match, méchant vainqueur. Le match suivant oppose la grosse brute à la sœur badass de Pervers à lunettes. Ah, avec ces deux-là, cette fois c'est sûr, il va y avoir de l'action. Eh oh! Eh oh! Oh! On pourrait voir le combat, s'il vous plaît? Il nous nargue, je vous dis qu'il nous nargue. Donc, deuxième match, gentil vainqueur. Le troisième oppose Pervers sans lunettes à... un catcheur. Impuissant face aux attaques aériennes de son adversaire, Pervers sans lunettes contre-attaque avec sa technique qui lui permet de soulever les jupes et abat son adversaire en plein vol. Mais c'était trop d'efforts pour lui et il s'évanouit. Même quand il réussit un truc, il le rate. Donc, match nul, les gentils et les méchants sont toujours à égalité. Le quatrième match oppose Machiko, revêtue de la tenue rouge de Blaze Blue, à... ça... Elle remporte le match haut la main grâce à une série de techniques de combat inspirées du zodiaque chinois. La technique de la souris... celle de la vache... celle du tigre... et enfin, celle du lapin. Ces blagues à base de paix, je ne peux plus les sentir! Et encore, Sayaka Isoyama n'a pas utilisé sa technique de combat zodiacale la plus redoutable, celle de la Vierge. Non, je ne me suis pas trompé, ce personnage est basé sur le signe de la Vierge. Non, pas du lion, c'est lui qui est basé sur le lion. Vous la voyez quand même, la différence. Ce que je vois, c'est que les Japonais sont nuls en astrologie. Bon, pensons, de toute façon, les gentils ont gagné. Par conséquent, les gentils mènent 2-1, et le dernier match sera donc décisif. Dernier match, ça c'est bizarre, parce que d'habitude, dans ce genre de film, c'est justement au dernier match que participe l'héroïne, pas à l'avant-dernier. Enfin bon, passons. Le dernier match va donc opposer Raiko à... Clint Eastwood. Malheureusement, Raiko a perdu tous ses moyens, car les méchants ont volé ses caleçons fétiches. C'est ça qui est bien avec ce film, j'ai même pas besoin de faire de commentaires, les réactions des personnages suffisent. Elle se révèle donc incapable de tenir tête à son adversaire, qui l'envoie au tapis d'un simple souffle. Et ça, je suis sûr que ça, c'est pas réglementaire du tout, ça. Bon, en même temps, pourquoi je me fatigue? Depuis le début, il n'y a pas eu une seule seconde de réglementaire dans ce tournoi. C'est alors que Pervers sans lunettes utilise sa technique de combat sur Raiko qui se retrouve en bikini et s'écrie... Coupé! Tu t'es trompé de réplique, c'est Machiko qui doit dire ça!
Et là, le simple fait qu'elle se retrouve en bikini génère une vive lueur qui détruit le stock shot de l'hélico, fait entrer le mont Fuji en éruption, règle le Japon de la carte et fait partir Clint Eastwood en couille. Bon, j'ai rien compris, mais apparemment les gentils ont gagné le tournoi là. Et Hudson est ravi car il vient d'assister à la réalisation de la fameuse prophétie. Jeanne d'Arc? Attendez, vous voulez dire que Jeanne d'Arc serait liée à une prophétie amazonienne écrite en hiéroglyphes égyptiens concernant une prof japonaise? Ah, y a pas à dire, le Japon est vraiment un pays multiculturel. Pardonnez mon franc-parler. Mais what the fuck? On a ensuite droit à un flashback sous forme de clip de chaîne musicale, qui nous révèle que quand elle était élève, la prof à la voix stridente était amoureuse d'un élève du club de foot, pas très doué d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette démarche? On dirait le détective privé qui a des hémorroïdes dans les BD de Gonagai. Et encore une fois, la réaction d'un des personnages correspond exactement à la mienne. Et donc, cet élève réapparaît, repart avec la prof à la voix stridente, et tout est bien qui finit bien. Ah oui, on a aussi droit au fameux cliché du mec à lunettes qui est en fait super beau dès qu'il les retire, d'autant plus qu'il est joué par un autre acteur. Arrive ensuite le dernier jour du stade de Machiko, qui a brillamment validé sa formation d'enseignante, et que tous ses élèves et collègues sont venus voir pour lui dire au revoir, y compris les méchants qui ont changé de look pour bien montrer que maintenant ils sont gentils. Et s'il y a quelqu'un sur qui Machiko a eu une grande influence, c'est bien Raiko, puisqu'elle annonce son intention d'arrêter la boxe et d'étudier pour devenir à son tour enseignante. D'ailleurs, elle ne veut plus qu'on l'appelle par son surnom, mais par son vrai nom, qui est... Mai Machiko? Ce twist est génial! Je suis sérieux, on ne voit absolument pas venir, et ça justifie tous les points qui m'avaient fait tiquer jusqu'à présent. Le fait que ce soit elle et non Machiko qui s'écrit Maching, ou le fait que ce soit elle qui participe au dernier match du tournoi. C'est parce que c'était en fait elle, Machiko Mai. Et on ne peut même pas dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise du style « Ah ah, on vous a bien eu, on vous a fait suivre pendant tout le film une fausse Machiko, et en réalité la vraie c'était ce personnage qu'on a à peine vu !» Non, puisque dans le film les deux personnages sont d'importance égale, et on s'attache aussi bien à l'une qu'à l'autre. Et même la jaquette montrait les deux actrices côte à côte. D'ailleurs, sur les deux actrices, c'est Sayaka Isoyama qui est la plus populaire. On est donc d'autant plus surpris que ce ne soit pas elle qui incarne le personnage titre. Et le film se termine alors que les deux Machiko sont attaqués en même temps par la fin d'Evil Dead. Matching Machiko Begins se termine donc sur un excellent twist, et on ne peut pas dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. On nous promet une préquelle racontant les origines de Machiko, et c'est ce à quoi on a droit. C'est juste qu'à la fin, on nous révèle que la vraie Machiko n'était pas celle qu'on croyait. Par rapport au manga d'origine, les élèves de Machiko sont beaucoup plus âgés. Et d'une certaine manière, ça peut se comprendre. En effet, autant des enfants obsédés sexuels fantasmant sur leur prof, ça peut être rigolo dans un dessin animé ou une bande dessinée, autant ça devient vite glauque et malsain quand on essaye de représenter ça en live. Donc c'est un changement que je peux comprendre, même si, par rapport à ce que je connais du manga et de ses différentes adaptations, ce film est quand même relativement sage. Il n'y a aucune nudité, et l'humour polisson, qui est la marque de fabrique de la série, est relativement soft, se contentant de soulever quelques jupes et de mettre une des deux héroïnes en bikini. Niveau humour, le film est arrangé dans la catégorie des délires loufoques, si cher au public japonais, mais n'est malheureusement pas l'un des plus réussis du genre. Les gags, dans le meilleur des cas, ne nous faisant que sourire, ce qui est quand même déjà pas mal. N'est-ce pas, Miatsuai ? De même, on aurait apprécié que le tournoi de boxe soit l'occasion de nous faire quelques combats bien loufoques, mais non, en fait, dans tout le film, dès qu'il doit y avoir une bagarre, c'est ellipsé, où ça se déroule hors champ. Avec un meilleur humour et un peu plus de scènes de combat loufoques, le film aurait donc été bien meilleur, mais reste assez sympathique et avec un bon twist final. Donc, je lui mets un 13,5 pour l'effort. Janet! Non
Un gros méchant! Un gros méchant!